sommaire de ce 20h, un programme régional pour la jeunesse en phase d'être adopté. La question était au centre d'une conférence virtuelle entre les ministres en charge de la jeunesse des pays membres de la CENSAD. La vision du Mali sur la question a été partagée par le ministre Moussa Ag Atayer. Regard croisé sur la réforme du secteur de la sécurité en lien avec l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, thème d'un panel de haut niveau tenu ici à Bamako. L'amélioration de la gouvernance du secteur de la sécurité est l'objectif recherché. L'actualité, c'est aussi la fin de la 3e édition du forum d'investissement dans la filière coton, la transformation locale du coton, source de recherche et facteur d'autonomisation des femmes, telle était la thématique abordée. Le directeur général de la santé et de l'hygiène publique à l'intérieur du pays, les régions de Kaye, Koulikoro et Nioro du Sahel sont visées par cette mission de supervision de la surveillance épidémiologique. Plus d'une demi-heure d'informations pour vous et en continu. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Conférence virtuelle des ministres en charge de la jeunesse des pays membres de la CENSAD sur l'adoption d'un programme régional pour la jeunesse. Le ministre en charge de la jeunesse, Moussa Ag Atayer, a participé à cette conférence et a exprimé le point de vue du Mali sur la question. Aloutine Touré. Donner plus de place à la jeunesse et l'amener à jouer toute sa partition dans le cadre du changement social, de la croissance économique et du développement durable, c'est le sens donné à ce programme initié par la CENSAD en collaboration avec la Fédération pour la paix universelle. D'où l'importance de ce programme créé pour promouvoir l'implication de la jeunesse dans tous les secteurs du développement. Le thème de la conférence, à savoir l'éducation et le renforcement des capacités de la jeunesse africaine, programme Jeunesse CENSAD, un projet d'espoir pour les jeunes, traduit selon les ministres la volonté forte des États africains à canaliser les jeunes vers la construction d'une Afrique plus résiliente. Ce programme vise surtout l'autonomisation de la jeunesse qui verra le développement de sa compétence, de ses connaissances et de ses expériences tout en investissant dans les idées, innovations et initiatives pour le progrès du continent. Le Mali a été choisi parmi les 4 pays devant abriter la phase pilote du programme, ce dont le ministre s'est félicité tout en mettant en exergue les initiatives prises par l'État pour promouvoir la jeunesse et la citoyenneté dans notre pays, initiatives qui cadrent parfaitement avec les idéaux du chef de l'État. Regard croisé sur la réforme du secteur de la sécurité en lien avec l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Tel est le thème d'un panel de haut niveau tenu ici à Bamako. L'objectif général est de contribuer à améliorer la gouvernance du secteur et la sécurité, à rendre bien sûr les prestataires du secteur plus réactifs. Mamari Kone. Mobilisation citoyenne autour des enjeux de la sécurité dans notre pays. Ces panels de haut niveau entendent contribuer à l'appropriation du processus de réforme du secteur de la sécurité par les acteurs sociopolitiques. Le cadre offre aussi un espace d'échange et de dialogue aux différentes composantes de la société civile en vue de maîtriser les menaces et défis sur le processus national de réforme de la sécurité. Les organisations de la société civile ont donc un rôle clé à jouer. Elles doivent participer, légitimer et entériner la politique et l'action gouvernementale. Elles doivent également jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre des engagements de l'État tout en collaborant à l'effort national de développement. L'Alliance Just Future qui soutient financièrement cette activité est bâtie sur 3 piliers qui sont la sécurité, la justice et l'inclusion. La sécurité n'est pas seulement à l'uniforme. Les populations aussi ont des mots à dire et c'est pourquoi cette réforme met l'accent sur la participation des populations au niveau local. Au ministère en charge de la sécurité, l'on se réjouit de la tenue de ce panel qui revêt une importance capitale dans le cadre de la refondation de l'État et la consolidation de la paix. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a fait du renforcement de la sécurité
sur l'ensemble du territoire un axe prioritaire de la transition en cours. Il s'agira pour nous d'intensifier nos efforts pour contribuer au quotidien à l'amélioration de l'efficacité et de la crédibilité des institutions, pour offrir des services de qualité aux populations. 4 thèmes ont été développés. Il s'agit notamment de l'état des lieux du processus de la réforme du secteur de la sécurité, les enjeux de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, les suppliques de l'accord, ainsi que les défis et enjeux de l'implication des femmes et des jeunes dans le processus de réforme du secteur de la sécurité. Une journée de plaidoyer de haut niveau pour l'accès à la justice pour les communautés locales. C'est une initiative du réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique. Elle vise une meilleure administration de la justice à Mopti, Gao et Tombouctou. Plusieurs thèmes ont été débattus, dont l'accès des personnes vulnérables à la justice. Mohamed Kantao. Ils sont étudiants, journalistes et représentants de la société civile à prendre part à cette journée de plaidoyer de haut niveau qui vise à faciliter l'accès à la justice pour les communautés locales, précisément celles du nord et du centre du pays. Donc un cadre de réflexion, d'interpellation et de proposition de solutions idoines aux difficultés d'accès à la justice. L'accès à la justice implique une justice effective. Il ne s'agit pas seulement d'accéder à n'importe quelle forme de justice, une justice expéditive par exemple, mais il faut qu'elle soit une justice de qualité, donc un droit de qualité. Il faut que ça soit une justice avec un délai raisonnable. Imaginez que l'on garantisse votre droit d'accès à la justice, mais que vous soyez maintenu pendant 5 ou 10 ans, sans que le procès n'ait lieu ou n'ait lieu. Il y a un problème. Des thèmes relatifs aux conflits armés, à la transition politique, à la lutte contre l'impunité, à l'accès des personnes vulnérables à la justice sont au centre de cette rencontre. Il s'agit aussi de créer les conditions aujourd'hui pour que le projet de loi, à savoir l'aide légale et l'assistance juridique et judiciaire en cours, soit une effectivité dans notre pays. Ce panel est un volet du programme Just Future du réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique RENEDEP. Il se tient au moment où, en l'absence de la justice formelle, de nombreuses situations sont gérées par la justice informelle dans certaines localités du pays. Les communautés trouvent que la justice informelle aujourd'hui est à leur portée. C'est à leur portée, c'est à moindre coût. À Gao, il y a des zones où la justice formelle est absente. À Tombouctou, il y a des zones où la justice formelle est absente, tout comme Mopti. Donc aujourd'hui, la justice informelle, elle est indispensable pour ces communautés-là, pour ces populations-là. Les responsables du RENEDEP sollicitent l'accompagnement des autorités et des partenaires pour l'effectivité de l'accès à la justice pour les personnes vulnérables et les communautés locales. Le projet de rapport final de l'étude sur la rationalisation des structures administratives et institutions de l'État est au centre d'un atelier national de validation, une initiative du ministère de la Refondation de l'État. Le but est de recueillir l'avis d'un grand nombre d'acteurs pour enrichir les documents afin de contribuer à la prise de décision dans la réforme en cours. Nohom Sissoko. La rationalisation des structures administratives et institutions de l'État est une recommandation phare des Assises nationales de la refondation. À cet effet, elle figure en bonne place dans le plan d'action du cadre stratégique de la refondation de l'État. C'est pourquoi une étude sur la rationalisation des structures administratives et institutions de l'État a été réalisée. Un comité de pilotage constitué essentiellement des représentants des structures de contrôle interne a été créé auprès du ministère de la refondation de l'État. Depuis plusieurs mois, les consultants recrutés à cet effet ont travaillé sans relâche sous la supervision du comité de pilotage en vue de produire le présent rapport qui vous est soumis pour validation. Le dit rapport assorti d'un projet de plan d'action de rationalisation a déjà fait l'objet d'une première validation par le comité de pilotage. Le présent atelier national constitue une autre étape importante du processus en vue de requérir l'avis du plus grand nombre d'acteurs. La rationalisation des structures administratives et institutions de l'État vise une plus grande efficacité de l'action publique à travers une gestion efficiente des ressources humaines, matérielles et financières. L'effort de rénovation doit concerner aussi les autres institutions politiques pour les rendre plus adaptées à nos besoins.
Le processus de révision constitutionnelle en cours sous le leadership du président de la transition chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, constitue une opportunité à saisir à cet effet. En somme, il s'agit d'un autre grand défi à relever en vue d'une véritable refondation de l'État. Les contributions, observations et suggestions qui sortiront de cet atelier de 2 jours doivent permettre une amélioration du document afin d'aider à la prise de décision dans le processus de rationalisation des structures administratives et institutions de l'État. Les travaux de réhabilitation du centre de santé de référence de Kati évoluent à hauteur de souhait. Le constat est fait par la conseillère spéciale du président de la transition lors d'une visite de chantier. Bemba Sibi. Visite de la conseillère spéciale du président de la transition sur le chantier des travaux d'extension et de réhabilitation du centre de santé de référence de Kati. Le colonel Hassan Badjalo Touré est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux qui ont débuté il y a 1 mois. Donc les travaux se déroulent normalement. Techniquement, toutes les conditions sont remplies. Toutes les études ont été faites au millimètre près. Le pourcentage total des travaux varie entre environ 22%. Ils avaient un grand souci d'électricité. D'accord. Maintenant, ce souci d'électricité a été vraiment pallié avec un nouveau transformateur. Les travaux avancent bien. Ils s'inscrivent dans le cadre des œuvres sociales du chef de l'État. Ces infrastructures vont améliorer considérablement la prise en charge des malades dans ce district sanitaire. Pour qui connaît un peu les centres de santé de référence à la République du Mali, Kati était malheureusement classé parmi les derniers en termes d'infrastructures. Parce que c'était un centre qui n'était pas du tout fonctionnel, qui était aussi réputé par son exiguïté et sa vétusté. Donc je pense que c'est une opportunité extraordinaire pour la population de Kati. On n'a pas en principe un problème de disponibilité de personnel et nous ferons tout pour être à hauteur de mission. Donc je tiens déjà par anticipation à remercier la présidence pour les travaux qui viennent d'être effectués. On a vu que le chantier est en cours, qui suit normalement son cours et ceux qui sont chargés du suivi sont là. Et ce centre, c'est juste pour mettre plus à l'aise. Comme la vision du président de la transition, c'est d'être au plus proche des populations. Donc dans le cadre des œuvres sociales, il a décidé de restructurer ce centre, de le rééquiper. Donc on tient à remercier les uns et les autres. On a pris les doléances et on a vu que le chantier avance normalement. Et juste pour dire que les œuvres sociales du président de la transition vont continuer à s'intensifier et à se diversifier tout le long de la transition. À terme, c'est un bâtiment R+2 pour l'administration et les services d'accueil et d'orientation, une nouvelle buanderie et 4 latrines qui seront construits. Le projet porte également sur la réhabilitation du bloc opératoire et celui de la médecine générale. Les travaux ont commencé il y a 1 mois pour un délai d'exécution de 5 mois. Les œuvres humanitaires du président de la transition se poursuivent à l'intérieur du pays. Ce mercredi, à Nioro du Sahel, le ministre commissaire de la sécurité alimentaire a procédé à la réception des infrastructures composées de points d'eau et de périmètres maraîchers. Moussa Diakité. Il s'agissait au cours de cette visite pour le ministre commissaire à la sécurité alimentaire et la délégation qui l'accompagnait de faire le tour des ouvrages déclarés techniquement aptes à être mis à la disposition des bénéficiaires afin de procéder officiellement à leur réception. Au total, 8 investissements, dont 5 points d'eau et 3 périmètres maraîchers, étaient concernés par cette inauguration. Vraiment, c'est la satisfaction totale, parce que nous étions dans des difficultés. Et nous remercions vraiment l'ARC qui a vraiment songé à faire ces réhabilitations, sans quoi nos capacités ne pourraient pas le faire. C'est la grande satisfaction, en tout cas, et pour nous, autorités communales, et pour les éleveurs en général. De Gadjabakadjel à Djabigué, en passant par Simbi, Yerere, Bema, Fangoune, Bambara et Nuroville, les populations dans une ambiance de fête sont sorties très massivement pour réserver un accueil chaleureux aux visiteurs du jour. Les investissements ont porté sur la réalisation des périmètres maraîchers et la réhabilitation des forages dans le cadre du projet ARC, Commissariat à la sécurité alimentaire. Nous avons longtemps procédé à des distributions alimentaires gratuites pour intervenir lors des crises conjoncturelles, mais nous avons vu que pour lutter et inverser de façon durable la tendance haussière du nombre de personnes en sécurité alimentaire, il faut aller vers l'autonomisation de nos populations vulnérables, leur permettre de produire localement. L'appel, c'est mettre en valeur, disons, ces
ces infrastructures-là et à dégager des revenus qui vont permettre le renouvellement des infrastructures. Ces actions se situent dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Plan national de réponse 2022, lancé le 5 juillet dernier ici même à Nioro du Sahel par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Le salon de l'industrie de la Guinée a pris fin sur de bonnes notes pour la délégation malienne. Par exemple, la CMDT a fait des rencontres prometteuses. Une forte équipe de la compagnie était à Conakry avec à sa tête le directeur général adjoint qui s'est dit satisfait de cette deuxième édition. Écoutons Cheikh Omar Tidiane Doucouré, directeur général adjoint de la CMDT. Il est au micro de nos envoyés spéciaux Salimata Ndao et Idrissa Traoré. Nous avons profité du salon de l'industrie de Guinée pour établir beaucoup de partenariats. Parce que nous avons compris que pas très loin de nous, juste à côté en Guinée, il y a vraiment des partenaires très pointus qui sont intéressés pour certains pour le coton fibre et pour d'autres pour la transformation. Donc avec déjà ces partenariats qu'on est en train d'établir avec certains opérateurs guinéens, je pense qu'on va continuer à s'affranchir des jours, des fluctuations des cours, parce que c'est une des raisons qui nous pousse à aller à la transformation. Indépendamment de la valeur ajoutée créée, de l'emploi créé, je pense que le fait d'arriver à s'affranchir des fluctuations du cours mondial est aussi un avantage très marqué concernant la transformation. Plus de 4 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2023 de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ. Ces chiffres ont été révélés au cours de la retraite d'évaluation et de planification de l'APEJ à Ségou. Fousseni Samake. Au cours de cette retraite à Ségou, les coordinateurs régionaux, les assistants comptables et autres acteurs de la promotion de l'emploi des jeunes ont planché sur le bilan des activités réalisées en 2022 et le programme d'activité 2023. Le budget de l'exercice 2023 s'élève à 4 626 176 292 francs CFA, soit une réduction de 38,13% par rapport au budget 2022. Les activités réalisées au cours de l'année 2022 ont concerné quelques 30 activités au lieu de 40 initialement prévues. Elles ont directement touché environ 6 000 jeunes, dont 2 717 dans la composante renforcement de l'employabilité des jeunes, 2496 dans la composante développement de l'esprit d'entreprise chez les jeunes, alors que la composante 3 dans le financement des projets, 530 micro-projets financés dans la région de Ségou. Je voudrais donc pour ma part saluer les objectifs du présent atelier, à savoir améliorer la qualité des prestations offertes et rechercher l'efficacité dans vos interventions auprès des jeunes. Dans ce cadre, mon département suit avec une attention particulière le processus d'adoption du rapport d'évaluation du PEJ 2 et celui du PEJ 3, ainsi que les démarches en cours pour doter la PEJ d'une source de financement pérenne et appropriée. À rappeler que la mission de la PEJ est de contribuer à la création d'emplois pour les jeunes en milieu rural et urbain, diplômés ou non diplômés, en facilitant leur accès au marché du travail et au financement. Fin de la 3e édition du forum d'investissement dans la filière coton, la transformation locale du coton, source de recherche et facteur d'autonomisation des femmes, telle était la thématique abordée. Transformer 15% en coton malien dans les 5 ans à venir, tel est l'objectif des initiateurs du dit forum. Suleiman Kenza Sidibé. La 3e édition du forum d'investissement dans la filière coton a vécu. Organisé par l'Association des jeunes pour la valorisation du coton, le forum a fait le point sur la production du coton, la synergie d'action entre producteurs et transformateurs et le partage des expériences pour maximiser les profits au regard de la chaîne de valeur de la filière. Pour les jeunes, il s'agit de transformer dans les années à venir 15% de la production du coton du Mali. Et les autorités de la transition fortifient déjà cet élan de la nation. Le président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, et son gouvernement a lancé un vaste projet de transformation locale avec la mise en place de la société malienne de fil Somafil et qui est aujourd'hui l'un des projets phares que nous saluons vivement. Et il était important maintenant d'accompagner le dynamisme parce que le message que nous avons porté durant 6 ans
Il a attendu notre message. Dans les travaux depuis Kita jusqu'à Bamako ici, nous avons eu plusieurs cadres d'échange autour des préparatifs pour un meilleur accompagnement de la filière coton. Pour la conseillère du ministère du Développement rural, la valorisation du coton crée des emplois, des ressources pour les familles et la transformation peut contribuer à l'autonomie financière des femmes. De l'avis du secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme, le coton de mer est un atout clé du développement durable. La transformation locale de nos produits agricoles est un défi important pour créer plus de revenus aux producteurs et de l'emploi en faveur des femmes et des jeunes qui représentent 75% de cette chaîne de transformation. Ce produit phare, pilier de notre économie et représentant 15% de notre PIB national, doit être soutenu. Nous allons intégrer désormais les projets liés à la transformation du coton, dira Mariam Modibo Tandina de Suède, partenaire du dit forum. Cette cérémonie était ponctuée des défilés de mode de tenues vestimentaires faites à base de coton, des tenues qui imposent le respect et considération pour les hommes et femmes à l'élégance naturelle. C'est parti à Bamako pour une semaine de loisirs pour les enfants. Cette semaine lancée ce vendredi regroupe les tout petits autour du thème le rôle des jeux dans le brassage des enfants, organisé par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. À travers la Cité des enfants, cette activité doit permettre aux bénéficiaires de développer leur intelligence. Les reportages complets dans nos éditions de demain. Le laboratoire central vétérinaire a mobilisé 1,8 milliard de francs CFA sur une prévision budgétaire de 2,7 milliards de francs CFA en 2022. La prévision budgétaire pour l'année 2023 est estimée à 2,830 milliards de francs CFA. Ces informations ont été données à l'ouverture de la 38e session budgétaire de la structure. Batraoré. Le LCV, Laboratoire Central Vétérinaire, a vécu une situation budgétaire particulière en 2022. La structure, dont la grande partie des recettes provient de la production et de la vente des vaccins, a beaucoup souffert. En 2022, on a connu énormément de difficultés, notamment l'embargo qui a été imposé au pays, qui a fait qu'on a eu des retards dans les approvisionnements en intrants de production de vaccins. Du coup, on a été actif simplement sur les 6 derniers mois de l'année. En 2022, le LCV a bénéficié d'un budget de 1,839 42 773 francs CFA sur une prévision de 2,745 423 773 francs CFA, soit 67%. Le laboratoire projette la production et la vente de 60 millions de doses de vaccins en 2023. Une prévision qui doit lui permettre de mieux faire en 2023 en termes de mobilisation des recettes. En 2023, l'enveloppe prévisionnelle du budget se chiffre à la somme de 2,835 257 francs CFA contre une dotation budgétaire de 2,825 059 francs CFA, soit un taux d'accroissement de 0,34%. Le chef du département a salué les résultats acquis en 2022 en matière de production des vaccins, de contrôle et de diagnostic des maladies animales. Il a enfin exhorté la direction à persévérer dans l'effort. Tenue de la 4e réunion ordinaire du comité de pilotage du projet GISTRA, initiative conjointe pour une action religieuse stratégique, une réunion consacrée à la présentation et à la validation du calendrier des réunions du comité de pilotage pour l'année 2023. Écoutons le président du comité de pilotage du projet GISTRA, il est au micro de Mohamed Sankari. Dès le début de l'année 2022, nous avons commencé par tracer les grandes lignes de règlement intérieur, si l'on peut dire, du comité de pilotage. Qu'est-ce que nous allons faire? Comment ça va fonctionner? Comment est-ce qu'entre nous, on va communiquer? Donc, une fois cela fait, nous avons la deuxième réunion, nous avons évalué les activités de tous les partenaires par rapport à ce projet. La troisième, c'était donc de faire une évaluation à mi-parcours, le premier semestre. Et la troisième réunion, c'est de planifier les activités de 2023. Et là, c'est la réunion de bilan. L'objectif même du projet, c'est de sensibiliser les populations au vivre ensemble en matière de religion. Vous savez que les gens utilisent la religion pour faire du mal, alors qu'aucune religion ne le dit. Les objectifs de l'année 23, c'est que chacune des associations
Et les associations, c'est quoi? Pour l'Église catholique, c'est le mouvement des cadres responsables chrétiens qui est le MCRC. Pour la communauté musulmane, c'est le réseau islamique Islam Développement. Et pour l'Église protestante, c'est Jeunesse en Mission. Ce sont ces trois associations qui vont mener des activités dans ce sens-là. Et donc, ces activités vont consister à rencontrer toutes les couches, de manière à ce que chacun comprenne que la religion est d'abord connaissance de quelque chose pour tolérer l'autre. Le projet d'amélioration de la qualité des résultats de l'éducation pour tous au Mali a tenu ce vendredi la deuxième session de son comité de pilotage. Au menu, l'examen des programmes de travail et le budget annuel 2022 et 2023. Nouhoum Sissoko. Améliorer les résultats scolaires au primaire, promouvoir l'accès des filles au premier cycle et au second cycle de l'enseignement fondamental dans les zones d'intervention, améliorer la gouvernance du système éducatif. C'est l'objectif du projet MICRA, projet d'amélioration de la qualité des résultats de l'éducation pour tous au Mali, qui entend atteindre 4 millions de bénéficiaires directs et indirects dans des écoles maternelles, fondamentales et secondaires. Cette deuxième session du comité de pilotage se penche sur les programmes de travail et budget annuels au titre des années 2022 et 2023. Le démarrage du projet MICRA a été négativement impacté par la suspension des décaissements de la Banque mondiale. Ainsi, une bonne partie du financement Covid-19 est perdue car le temps restant avant sa clôture ne permet pas la mise en œuvre de toutes les activités. Ce financement arrive à terme le 31 décembre 2022 après une extension de 6 mois. Quant au financement accéléré, l'extension de sa date de clôture d'une année pour le ramener au 25 octobre 2023 nous donne une chance à aller au bout des actions prévues. Mais soyons conscients qu'elles constituent un grand défi. Pour ce faire, nous devons tous ensemble multiplier nos efforts et je reste convaincu que nous y parviendrons. Il s'agit aussi pour le projet MICRA de renforcer la résilience du système éducatif par la dotation en équipement et la formation des acteurs du secteur de l'éducation. Le projet MICRA est financé par la Banque mondiale à près de 77 milliards 400 millions de francs CFA pour une durée de 6 ans. Plus de 72 millions de francs CFA, c'est la somme déboursée par l'UNICEF pour doter les services techniques de Tombouctou et de Taoudéni en matériel bureautique. Cette action de l'UNICEF s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le gouvernement de la République du Mali et l'Institut onusien en charge de l'enfance, Yaya Tandina. La présente remise de matériel bureautique est le couronnement de 2 projets exécutés en bonne intelligence par la Direction régionale du développement social et celle de la planification et de la statistique, financés en intégralité par l'UNICEF au bénéfice de 13 services régionaux de l'État et de 8 communes de la région en documentation de l'état civil et équipement. La dotation des mairies de ces 8 communes concernées a un registre de déclaration d'état civil, notamment le registre de naissance. La fourniture de jugements supplétifs à 4000 enfants des parents indigents. Ce don nous a coûté au total un montant de 72 123 432 francs CFA. Cette action de l'UNICEF s'inscrit dans notre approche de Nexus humanitaire développement. 4000 documents d'état civil, des chaises visiteurs, des tables, fauteuils demi-ministres, armoires, des vidéoprojecteurs et des climatiseurs pour améliorer les conditions de travail des services techniques afin de faire face aux défis d'un service de qualité. Nous vous avons exprimé nos besoins et nous avons reçu les matériels correspondant à nos besoins. Comme pour vous dire que les partenaires UNICEF a respecté les choix opérés par l'État. Pour notre part, nous nous engageons, moi et mes services, à faire bon usage du matériel ainsi mis à notre disposition. La cérémonie a été marquée par la remise de matériel aux différents bénéficiaires et une visite de la salle du gouvernorat entièrement équipée par l'UNICEF. Une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro vient d'effectuer une visite de terrain à Banamba. Le but de ce déplacement est de s'enquérir des conditions de travail des commerçants de la dite localité. Daouda Kone. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM, délégation de Koulikoro, Kassim Sempara et plusieurs membres consulaires étaient à Kangaba.
Ils étaient venus échanger avec les commerçants de ce cercle de la région de Koulikoro. Ce cercle partage la frontière avec la Guinée. Les échanges ont porté sur leurs préoccupations. Nous avons formulé plusieurs doléances à leurs endroits. Il y a quelques années que nous ne recevons pas une délégation de la CECIM. Donc leur venue est opportune. L'arrivée de cette délégation nous a enchantés et nous a permis de connaître en détail plusieurs choses en matière de commerce, qu'ils nous appuient pour l'émergence de la femme dans le domaine du commerce. Cette rencontre de Kangaba a permis aux visiteurs de mieux s'imprégner des préoccupations des commerçants de cette localité située à environ 170 km du chef-lieu de région. Ces problèmes, selon le président de la CECIM, ne peuvent être résolu qu'avec l'engagement de tous les acteurs du commerce de la région. Et le mal est que vraiment c'est le problème du papier. Vraiment, je les ai insisté, vraiment il faut qu'ils fassent ça. Être un commerçant, c'est d'avoir le registre de commerce d'abord. J'ai constaté ce défaut. La délégation a rendu une visite de courtoisie aux autorités administratives et traditionnelles. Au cours de cette série d'entrevues, des bénédictions ont été faites pour le retour de la paix et la stabilité dans notre pays. Voilà une délégation bien sûr du CECIM à Kangaba. La mission culturelle de Badjangara renforce les capacités des artisans de Djéné de Badjangara sur la production et la commercialisation des produits du textile traditionnel. Cet atelier est financé par les ambassadeurs pour la préservation de la culture AFCP. Aminata Touré. Cette formation des artisans de Djéné et de Banyangara en matière de production et de commercialisation entre dans le cadre du projet de conservation et revitalisation et valorisation du textile au centre du Mali, un projet initié par le gouvernement du Mali à travers le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, en vue d'apporter une réponse concrète à la résilience des communautés. Il a été financé par le Fonds des ambassadeurs pour la préservation de la culture AFCP. Notre objectif, c'est comment mettre en valeur, comment produire la qualité pour que la demande, le besoin des consommateurs soit pris en compte. Durant 3 jours, 30 artisans de Djéné et Banyangara vont acquérir des connaissances sur des techniques de production et de commercialisation du textile Peul et Dogon pour la promotion de la culture. La première attente, c'est d'abord donner à la femme toute son autonomie, dire à la jeunesse qu'elle peut vivre ici sans pourtant aller au-delà des frontières du Mali. Au nom des plus hautes autorités de notre nation, je voudrais exprimer notre reconnaissance et notre gratitude à l'ambassade des États-Unis au Mali et au département en charge de la culture pour cette synergie d'action pour venir en aide aux populations résilientes des régions du centre du Mali. La visioconférence de la directrice des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis qui encourage les artisans à sécuriser et sauvegarder le patrimoine culturel, un sketch de sensibilisation sur la cohésion sociale et la remise de matériel de teinture aux femmes battantes ont été quelques temps forts de cette formation. Contribuer à promouvoir et à consolider la paix, la cohésion sociale et l'entente entre les communautés soninké, c'est l'objectif d'un congrès pour la réconciliation initié par l'association internationale Serondé do Kafo. C'est la région de Kaï qui a abrité la rencontre de 3 jours. Benoro Fofana. La région de Kaï, reconnue pour son hospitalité légendaire et sa diversité ethnique, source de brassage culturel, est aujourd'hui confrontée à des conflits internes entraînant des déplacements massifs de plusieurs familles vers d'autres localités. Consciente et soucieuse de ce phénomène qui ne fait que fragiliser le tissu social, l'association internationale soninké, dénommée Serondé do Kafo, entend jouer sa partition. Ce forum peignera les défis les plus importants auxquels la société soninké est confrontée. Il s'agit de la crise sociopolitique, les conflits internes et les provocations systématiques entre les individus qui finissent très souvent par des actions de violence, occasionnant des coups et blessures parfois mortels. Durant 3 jours d'échanges au cours de ce congrès, les participants venus de la Gambie, la Mauritanie, le Sénégal et du Mali ont formulé des recommandations. Nous avons pu, au bout de ces 3 jours, dégager 4 points essentiels. Le premier, c'est la lutte contre l'esclavage. Le deuxième, c'est le foncier. Le troisième, c'est l'éducation. Et le quatrième, c'est l'immigration. Ces débats ont été des riches débats. L'ensemble des ateliers qui ont été créés ont mis l'accent sur les différentes formes de justice. Donc ça a été un séminaire intéressant. Le document qu'on a élaboré ici, c'est une base
de travail. Ce n'est pas fini. Ce n'est que le début du commencement. Que tout le monde sache que ce n'est pas parce qu'on a signé, ce n'est pas parce qu'on a fait un congrès de 3 jours que tout est réglé. Donc il faut qu'on sache que c'est là où le travail commence. Vivement la 2e édition. Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré un nouveau cas positif. Le Mali sur a récemment fait 238 tests réalisés. Un patient guéri et 0 décès. À ce jour, un patient est sous traitement. Le directeur général de la santé et de l'hygiène publique à la tête d'une délégation vient d'entamer une mission dans la région de Kaye, Koulikoro et Nioro du Sahel. Il s'agit d'une mission de supervision de la surveillance épidémiologique au niveau des districts sanitaires de ces régions. Baraxia Ouattara et Aboubakar Traoré sont nos envoyés spéciaux. Le Mali a récemment fait face à des épidémies comme le Covid-19, l'Ebola ou encore la fièvre Lassa. Dès lors, les responsables sanitaires ont renforcé davantage la surveillance épidémiologique dans les districts sanitaires afin de préparer et répondre aux situations d'urgence. À Kolokani, dans la 2e région, la surveillance épidémiologique va bon train selon le médecin-chef du district sanitaire. Il y a une équipe d'intervention qui est formée au niveau du CCRF de Kolokani, qui peut intervenir à tout moment dans les 25 CESCOM. Et aussi au niveau des CESCOM, la surveillance va bon train. Et même jusqu'au niveau communautaire, parce que nous avons eu à former des agents de santé communautaires. La région de Nioro du Sahel ainsi que Djema font fréquemment face à des cas de rougeole. Dans ces localités, les dispositifs ont été renforcés à travers la sensibilisation et la riposte. Nos indicateurs sont très bons, nous avons même dépassé les objectifs. Maintenant, il y a des difficultés par rapport au cas d'épidémie de rougeole à la frontière avec le Mali et la Mauritanie. Mais nous sommes en train de prendre les dispositions. Notre mission dans ce sens-là, c'est vraiment de faire la communication au niveau de la population pour que nous puissions ensemble avec les acteurs communautaires faire la notification précoce des cas qui vont être identifiés et organiser la prise en charge. Après avoir balisé le terrain, le chef de mission pose un diagnostic positif. Nous savons qu'en 2020, quand le Mali a été frappé par la Covid-19, ça a beaucoup impacté sur l'offre et la qualité des services qui ont été offerts. Pourquoi aujourd'hui, il est de notre responsabilité de descendre sur le terrain, apprécier ces conditions-là et aussi attirer l'attention sur l'avènement possible de ces maladies qui peuvent nous empêcher d'atteindre nos indicateurs souhaités. Mon constat, il est fortement positif. Partout où le directeur est passé, il a rencontré les directeurs techniques de centre et visité les CESCOM des différentes localités qui travaillent avec la communauté pour s'assurer de la disponibilité des intrants afin de lutter efficacement contre les maladies à potentiel épidémique. Le collectif des anciens élèves de l'école fondamentale de Ntorosso dans la région de San a commémoré cette année le 50e de l'école primaire publique de la localité. Une cérémonie qui a réuni plusieurs cadres issus de la dite école pour la circonstance. Mohamed Sankare. C'est depuis octobre 1971 que l'école primaire publique de Ntorosso dans la région de San a ouvert ses portes. Cette année, les anciens élèves réunis en collectif ont décidé d'arroser les 50 ans de l'école. Un moment de retrouvailles, d'hommage et de reconnaissance envers les premiers anciens, mais aussi des souvenirs pour les premiers élèves de l'école. Octobre 1971 reste une date importante pour toutes les populations des secteurs de développement de Ntorosso et Samakele, car c'est ainsi qu'on les appelait. En effet, cette date a vu la lumière de la connaissance commencer à briller dans la zone avec l'ouverture officielle d'une école au tout début sous les pailles. Je profite pour rendre hommage à M. Djadje Sila, premier maître, arrivé à Boulokalasso, puis M. Sissé et M. Damele un an plus tard. Cette école assure l'éducation des enfants de 17 villages. Elle porte désormais le nom du 3e directeur de l'établissement, Karamogo Kamara. Et tous ceux qui ont pris part à cette initiative trouvent ici
l'expression de ma profonde reconnaissance et de celle de toute ma famille. J'ose espérer que le groupe scolaire Kalamkou Kamara continuera à offrir l'accès à l'éducation au plus grand nombre d'enfants de la commune. La célébration du cinquantenaire de l'école de Ntorosso a été marquée par la remise des distinctions aux acteurs de l'école et l'organisation des matchs de football entre les jeunes de la localité. À présent, nous arrivons au brève national commenté par Suleiman Sidibé. Le gouverneur de la région de Nara, le colonel-major Amar Doumbouya, accompagné d'une forte délégation, a effectué une visite ce mardi sur le chantier des travaux de construction de la RN 4, l'O3, section 2, entre Kalumba et Nara. Comme vous savez, il y avait eu un arrêt de ces travaux suite à des événements connus. Et depuis courant octobre de cette année, dont les entreprises ont mis les bouchées doubles pour la reprise de ces travaux-là. Donc, mes directions techniques et moi-même, donc nous sommes avec les collectivités. Donc, nous avons pris soin de venir voir de visu l'évolution des travaux sur le terrain. J'avoue que c'est une grande satisfaction de voir que l'entreprise et puis même le bureau de contrôle, vraiment, ils ont compris que Nara a besoin de cette route-là. La région des Sangs a désormais un véhicule d'incendie d'une capacité de 6 000 litres et un équipage de 6 personnes. Le véhicule est réceptionné par le gouverneur de la région des Sangs, le colonel Ousmane Sangari. Ça soulage vraiment la population parce que chaque fois qu'il y avait un incendie, il fallait faire recours soit à Sékou ou bien à Koutchala. Maintenant que nous avons notre propre véhicule, vraiment on ne peut que se réjouir de cette situation-là. Je renouvelle toutes mes salutations à l'endroit des plus hautes autorités de la transition pour ces gestes à l'endroit de la région des Sangs. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet utilisation de l'Internet au Mali face aux fausses nouvelles, droits et obligations des utilisateurs, l'Association des professionnels de la presse en ligne au Mali, Appel Mali, a organisé un forum sur les droits et obligations numériques. L'objectif de ce forum est de connaître et respecter les droits et obligations liées aux activités numériques. Il s'agit spécifiquement de distinguer clairement des données numériques à caractère personnel et professionnel et traiter, diffuser dans un cadre légal des données professionnelles contenant ou non des informations à caractère personnel et adapter son comportement et ses usages en fonction des dispositifs légaux auxquels sont soumis les utilisateurs. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.